Salut à tous. Cette partie, avec l'Auto Soudal, elle est un petit peu devenue la partie, en fait, de Tish Benoît. C'est progressivement ce qui s'est passé, alors qu'à la base, j'aurais jamais soupçonné que ça pourrait prendre ce tour-là, hein. Et progressivement, finalement, le gars a progressé. Après, c'est vrai que, pour parler du rapport avec la réalité, moi j'ai choisi de le développer alors qu'il était déjà très très fort sur Flandrienne et même quelque part déjà un petit peu sur Ardennaise, en tout cas avec un potentiel. J'ai choisi de le développer en grimpeur et en coureur de tour. Et c'est vrai que le garçon, n'étant pas mal doué à la base, eh bien, tout à coup, on s'est retrouvé là avec un véritable un véritable mutant du cyclisme, un truc qui n'existe plus de nos jours depuis bien longtemps. Et donc, au moment où on est à l'aube de re-signer un nouveau contrat avec l'Auto Soudal, hein, bien sûr, qui nous propose quelque chose, qui nous propose une prolongation. Il y a aussi le roi Merlin, avec le nom évidemment biaisé qui va avec. Donc, j'ai hésité, hein, je vous avoue, j'ai failli, j'ai failli prendre le roi Merlin, le roi Mérine, et puis finalement, non, ça a été quand même l'Auto Soudal. Non, je rigole, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc, et même si les autres m'avaient filé 4 fois plus d'argent, j'aurais pas hésité une seule seconde non plus. Donc, on prolonge avec l'Auto Soudal, et puis surtout, ce qui convient maintenant, c'est de savoir quel sens on veut donner à la suite de cette partie. Alors, je vais vous dire ce que je pense très très sincèrement. L'effectif est très beau. Mais moi, j'ai décidé que cette partie, soit elle s'arrêtait, première option, soit deuxième option, après avoir comme ça gagné énormément de choses, je me disais que je repartais avec l'Auto Soudal en version World DB19 début 2019. Ça, c'est un truc qui m'est passé par l'esprit. Et la troisième option, bah, c'est ce que vous verrez là dans quelques minutes. Bah, je me suis dit, vu qu'au niveau des grands tours, il va être difficile d'aller performer. Euh, on va pas aller chercher un top 3. En tout cas, je le vois pas. Je le vois pas comme ça. Je vois pas aller Benoît chercher les 8 tours, les 8 grands tours de Jacques Anquetil, par exemple, ou les 7 d'Alberto Contador. Déjà, s'il arrivait à en gagner un de chaque, ce serait phénoménal. Et donc, je me suis dit, en partant du fait que cette partie continue, par contre, il faut faire la chasse aux monuments, et aux classiques aussi en passant, hein, mais il faut aller faire la chasse aux monuments. Et à ce titre-là, il y a évidemment la Lombardie qui nous attend 2 mois plus tard, là on est début août. C'est clair que la Lombardie, je me damnerai plutôt que, plutôt que pas gagner, parce que je les veux les 5 dans la même année. Quelque chose qui n'est jamais arrivé, hein. Déjà, il n'y a que 3 coureurs dans l'histoire, c'est Van Looy, De Vlaeminck et Merckx, qui ont gagné les 5 en tout dans leur carrière, ce qui est quand même fortiche. Donc voilà, vous avez compris, je vais introduire le truc progressivement. Cette partie, c'est la partie de Tish Benoît. Et évidemment, de son copain Tim Wellens. Tim Wellens qu'on va prolonger grassement 3 années à un salaire qui sera le deuxième salaire le plus élevé de l'équipe. C'est totalement mérité. Et Tim Wellens, c'est aussi sa partie. Je dirais que cette partie, elle appartient à 51% à Benoît, 49% aux autres. Qui sont les autres? On a vu Wellens, là on voit Mezek. Mezek, elle lui appartient aussi. Il a deux Giri, du coup, hein, 2 fois le Giro d'Italia. Franchement, Mezek, lui aussi, il mérite qu'on lui envoie bien plus, et encore ça reste modeste, que l'argent qu'il demandait. Autre gars qui a marqué l'histoire de la partie, c'est Manu Bourman. Le grimpeur allemand de la Bora mérite, à mon avis, là aussi, d'être prolongé. Il aura un rôle toujours important, avec son joli 83 en montagne, et son aptitude en contre-la-montre qui est loin d'être dégueulasse, même si la note n'est pas très jolie. Et donc, à côté de ça, il y a évidemment des Painou et autres équipiers qui vont se faire prolonger. On va comme ça arroser du contrat pour tous les mecs dont je ne veux absolument pas me passer.
dans un premier temps. Ensuite, on parlera du reste. Il y a le jeune Lorenz Heuss. Celui-là, je pense qu'il est issu de la formation, vous savez, l'Auto Soudal Under 23, là. Donc, je l'avais promu en équipe, enfin voilà, j'avais fait signer un contrat en équipe, l'Auto Soudal, hein. Et le mec mérite de continuer, c'est un puncher intéressant, Heuss. Lambrecht, c'est quelqu'un à qui on va donner du boulot. On va lui donner des choses à faire. Parce que ce type-là, c'est loin d'être n'importe qui. Donc voilà, allez, signez-moi tout ça, pour commencer. Ensuite, il y a d'autres cas. Il y a plein d'autres cas, hein. On va les aborder progressivement, mais d'abord, on va parler d'Alberto Bettiol. Alberto Bettiol, il va re-signer, c'était notre petit Italien, le premier à venir dans l'équipe là à l'été 2018. Il a gagné à San Remo, il a gagné sur les Strade Bianche, il a gagné 2 victoires d'étape sur Tirreno, il a été champion d'Italie, voici ses faits de course majeurs. Peut-être que j'oublie 2 ou 3 petites choses. Il est prolongé. Ensuite, il nous faut du soutien, il nous faut du vétéran qui est capable de sécuriser dans les courses difficiles. En ce sens-là, Wallace ainsi que Frison vont se faire prolonger. Yellow Wallace, au passage, petite remarque, il a quand même gagné une victoire d'étape sur le dernier Tour d'Espagne, hein. C'est pas un coureur anodin, hein. C'est quand même un mec qui mérite d'être cité, quoi. Le jeune est du coup un petit peu moins jeune, il a déjà fait 3 années chez nous, Pete Allegart. Allegart, c'est également un de ces types grâce auxquels on peut postuler à des victoires sur Flandrienne, sur classique, peut postuler aussi à aider sur une Amstel éventuellement, hein. Voilà, ça fait partie de ses équipiers. Le jeune Werlop, je vous avais parlé de lui très brièvement, mais jamais en bien. En tout cas, très peu parlé aussi. Il va prolonger chez nous parce qu'avec son 75 en pavé et 2-3 petites choses aussi naissantes, des petites notes vertes là qui font toujours plaisir, il n'y a aucune raison de ne pas lui donner sa chance. Ensuite, dans ma petite liste là, je vous avais déjà annoncé à l'avance, il faudra mettre un i, que Jesper Philipsen, le jeune sprinter belge, il est encore jeune, donc il est chez Emirates actuellement. Philipsen, il va nous rejoindre. Ça m'intéresse d'essayer de développer ce sprinter-là, parce qu'il est belge, et parce qu'il a déjà des notes plutôt attirantes. J'aurais volontiers fait revenir Thomas de Gent. Malheureusement, il est déjà sous contrat pour l'année qui suit. Et puis on va re-signer notre petit Italien De Martino, qui va être un collègue, on va dire, à Alberto Bettiol pour championnat d'Italie. Et puis, c'est un puncher intéressant, De Martino. Donc, de ci, de là, je vous l'ai déjà montré brièvement dans des vidéos et il vaut le coup d'être signé, surtout que c'est pas cher du tout. Après, on va piquer quelqu'un du côté de la Quick Step, c'est Maxime von Gils. C'est un grimpeur pur. Quasiment la seule note qui dépasse 70, c'est montagne, 78. Donc celui-là, il va nous rejoindre. Alors, ça nous fait, du coup, à ce stade-là, on avait 6 mecs qui étaient déjà sous contrat. Il y en a 6 autres qu'on a déjà re-signés. On est à 12 et j'en ai 8 en négociation, ce qui fait qu'avec les signatures qui arrivent, nous arrivons à 20. On va là tout de suite envisager la suite des opérations. À ce stade-là, il y a quelques questions encore à régler. Vous êtes évidemment loin d'être inattentif. Vous avez bien remarqué que ni Wout van Aert, ni Sam Oomen, ni Mark Hirschi, ni même Michael Matthews, ni Degenkolb n'ont été re-signés pour le moment. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce qu'il y a un calcul derrière? Eh bien, je vais vous donner mon point de vue. C'est là qu'on va rentrer, à mon avis, dans un sujet épineux. De toute façon, tout prêt à débat et tout prêt à discussion. J'ai pensé les choses de la manière suivante. Alors, déjà, il faut bien voir une chose, c'est que le profil de Michael Matthews, il y a très très peu de coureurs qui l'ont. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le profil du sprinter de valeur, sprinter de grande valeur,
mais pas le meilleur sprinter, voilà, qui a une aptitude. Elle est où la colonne pavée? Vallon, pardon. Elle est là. C'est vrai que Matthews, il a presque pas d'équivalent. Pourquoi? Parce que Colbrelli et Sagan, je les ai déjà chez Andiamo Ragazzi puis Ferrari. Donc à partir de là, je m'astreins à évidemment surtout pas y toucher. Il y aurait un Bossenhagen qui serait peut-être pas idiot du tout dans cette optique-là, mais je considère que avec sa note en pavé, j'aimerais bien qu'il fasse encore partie de nos rivaux. Voilà. Même si Boss, et puis il a 34 ans, ça m'incite pas réellement à miser dessus, en fait. Voilà. Et puis, vous voyez, j'ai pris des exigences à 74, parce que je considère qu'après, quand on rajoute les formes du jour, etc., bon, si on magouille bien le truc, à partir de 74, le mec commence à être dans la discussion pour être un vrai sprinter puncher. Bon ben, il y a un seul choix qui me saute aux yeux parce que Swift, c'est peut-être un peu derrière lui l'essentiel de sa carrière. Rojas, n'en parlons pas. Et Daryl Impey, ça m'enchante guère, 36 ans aussi. Voilà, il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement, c'est ce Jay McCarthy. Voilà, lui, il est intéressant parce qu'il peut comme ça finalement nous assurer donc gros puncher, jolie accélération, c'est important s'il s'agit d'emmener un Wellens à des moments, et qualité de sprint plutôt sympa à 76, donc voilà, c'est pas un pur sprinter du tout, c'est même d'ailleurs plutôt un puncher. Il a pas beaucoup performé dans sa carrière, il a pas été encore génial, on voit 9ème, Eschborn, Francfort, machin, aller à la limite à travers la Flandre, 2ème, voilà, ça c'était bien, ça c'était vraiment bien. Année 2020, il n'y a pas grand chose, franchement, il n'y a pas grand chose. Année 2019, enfin, podium sur une étape du Dauphiné, voilà quoi, hein, and so what. Il gagne, oui, voilà, il a jolie victoire en 2018 sur la Cadel Evans Classics, mais là encore, quoi, là encore, bon, on n'est pas sur quelqu'un qui a encore énormément gagné. Il a des capacités physiques, bien sûr qu'elles sont en deçà de celles d'un Matthews, hein. C'est une évidence. De toute façon, j'ai pas prétention de prendre un titre qui est meilleur que Matthews, précisément. Je veux quelqu'un qui soit dans son registre sans être aussi fort. Et quelque part, j'essaye de m'affaiblir, hein. Je crois que vous avez très bien compris quelle était ma politique d'affaiblissement de l'équipe pour redonner du défi et pour redonner de l'intérêt à cette partie. Alors, le type veut être coureur important, il va falloir... ouais, ça va, moi ça me va. Même si j'avoue qu'à équipier de luxe, j'aurais volontiers pris. Je veux bien 2 années, ouais, ça va, ça va. Et puis, en ce qui concerne le salaire, il veut dans les 17 000. Donc, pour clore toute discussion, on va lui proposer plus. On va lui proposer 25, voilà, environ. On va signer que 2 ans. Parce qu'à l'issue des 2 ans, on verra bien si j'ai envie vraiment, si je me suis attaché ou pas. Je sais pas si on ira au bout des 2 ans d'ailleurs. Ok. Donc ça, c'était pour ce qui est du sprinter puncher. Après, il y a un sujet encore beaucoup plus clivant, encore beaucoup plus délicat. C'est la question de Wout van Aert et un petit peu également de Degenkolb, même si je sais que évidemment la question de Wout van Aert sera bien plus importante voilà, aux yeux de chacun. Allez, on va dire, on se cale sur un truc qui est pas énorme. On se demande du 60... quand même, je vais demander du 72 en vallon, je vais demander du 74 en pavé, et puis je vais pas demander au-delà de plaine. Je vais demander quand même minimum 60... ouais, je veux quelqu'un qui puisse vraiment être un lieutenant sur Paris-Roubaix, par exemple. Donc là, déjà, on est sur des demandes totalement minimales. Il faudrait que j'ajoute même, en théorie, il faudrait ajouter quelque chose qui, bon, sinon on se verra, mais tant pis, je vais l'ajouter. Vous allez voir à quel point ça réduit le champ des possibles. Endurance, on va dire qu'en deçà de 60... allez, je vais être large. Je sais que c'est pas ça la limite, mais j'aurais mis 74. Mais en deçà de 72, laisse tomber Paris-Roubaix, voilà, tu n'espères même pas. Donc, on va passer en revue tous les gens qui sont en fin de contrat. Attention, j'ai pas
J'ai pas tout le monde là, j'ai trié seulement ceux qui sont recrutables. Alors, Peter Sagan, on a dit qu'on n'en parlait pas. Bossenhagen, je vous ai expliqué pourquoi je préférais autre chose. Ne vous inquiétez pas, les fans de Bossenhagen, un jour ou l'autre, on le prendra dans une partie, mais on n'attendra pas 2022. Voilà, comme ça il sera moins vieux. Arnaud Desmar, ça je me le réserve plus pour une partie dans laquelle il y aura une dominante de français. Wout van Aert, bah, je vais faire un truc. Je sais, c'est rude, mais Wout van Aert, il est trop fort pour être le lieutenant de Tish Benoît en version Eddy Merckx, si j'ose dire. Il est beaucoup trop fort, et comme j'ai envie que la partie soit intéressante, et non pas cheater parce qu'on a les meilleurs, bah Wout van Aert, on va le relâcher à l'adversité, et on va en faire un de nos principaux opposants. Attention, on se méprend pas. J'adore ce coureur, je suis hyper fan. Mais pour le scénario de la partie, on va le lâcher à la concurrence. On va bien voir où est-ce qu'il va signer, d'ailleurs ce sera marrant. Donc Wout van Aert va aller ailleurs, chercher le succès qu'il mérite. Je suis sûr qu'il va devenir un des 3-4 types qui peuvent nous pourrir la vie, mais c'est génial, tant mieux. Dans le même registre, recruter Greg Van Avermaet serait plutôt honteux, puisque on veut le garder le plus longtemps possible dans nos opposants de référence. Pareil pour Oliver Nassen. Je veux aussi avoir peur de Oliver Nassen. Je veux me méfier de lui. C'est une très très bonne chose. Alexander Christophe. Ah, peut-être un poil sur la fin. C'est un peu du Degenkolb en fait sur les notes, même si c'est un poil meilleur. Donc je vais lui appliquer la même chose qu'à Degenkolb. On en parle après. Je reviens à Geraint Thomas juste après, mais je vais parler de Seb Van Marke. Van Marke pour moi dans la même catégorie que Nassen. Donc non, je ne vais pas prendre. C'est trop fort. Je veux le garder comme adversaire. Et puis pareil, hein, Edward Teuns. Teuns, il est intéressant parce que il est à la Quick Step et il a honnêtement performé. GPE 3, deuxième, cinquième sur ronde. Il y a que des top 10 quasiment sur toutes les classiques du printemps là. Donc excellent Edward Teuns. Tu restes dans la concurrence, mon grand. Et tu vas nous faire mal, j'espère. Un petit mot en passant sur Geraint Thomas. Eh bien, Geraint Thomas, j'aurais adoré le prendre, mais à ce moment-là, sur une partie un poil plus thématique, du style il quitte la Sky parce qu'il en a marre de pas avoir la priorité, gna gna gna, et on en fait un mec qui va carrément à la Tish Benoît, hein, qui va taper Paris-Roubaix et qui va aussi taper des grands tours, quoi. Voilà, comme il a fait dans la réalité. Voilà, c'est plus ça mon délire par rapport à Geraint Thomas. Donc voilà, vous savez. Je reviendrai sur Mats Pedersen un poil après. Hein. Luke Durbridge. Franchement, ça aurait pu être intéressant. Mais c'est un peu un profil à la Pedersen. On va en parler donc après une seule fois. Rouland, Rouland, ça aurait pu être vachement intéressant comme lieu. 36 ans, j'avoue, j'ai pas eu une masse de confiance en le truc. On a Alberto Bettiol qui va fatalement jouer un rôle, ça vous en doutez, sur les classiques flandriennes. Puis après voilà, bah, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Donc, j'en viens à ma conclusion du truc. À grand déchirement, horreur totale, tout ce que vous voulez, Wout van Aert. On va lui souhaiter bonne chance ailleurs. Et puis je vais recruter Mats Pedersen. Je vais prendre Pedersen parce que il est pas pété au niveau des notes, même si attention, hein, 78 en pleine. Le 74 en vallon, il permet de suivre sur Tour des Flandres de façon, à mon avis, totalement suffisante. CLM, il peut nous aider à des endroits sur, peut-être si je l'emmène sur un grand tour une fois, ou il peut vraiment être d'une aide monstrueuse dans un autre registre en fait que Wout van Aert qui aidait aussi à plein de niveaux, hein, qui avait été supra précieux. Mais donc pour moi Pedersen de l'or en barre. De toute façon c'est simple. Hein. Pedersen j'avais failli le prendre à l'été 2018. Et puis après bon ben en étant complètement pété de super bons coureurs, je m'étais dit allez tu vas pas en plus rajouter Pedersen. Donc Pedersen il vient chez nous. 76 en pavé. 75 en accélération, hein, mine de rien. Hein, ça veut dire qu'en plus, sur les changements de rythme de l'adversité, il peut ne pas prendre aussi cher que s'il avait une moindre accélération. Bref, des notes physiques somptueuses. On est parti.
On va donc lui proposer en plus, ah oui tiens, petit truc que je voulais vous dire, le mec il a rien gagné de bien quoi. Andalusia, lol, ok. En 2020, oui il y a une étape sur le Tour de Suisse, une étape sur le Tour de Turquie, d'accord. Encore une en Andalousie, encore une étape. Euh, Chez la Groupama FDJ où il avait passé une année. Il y a cinquième au championnat du monde, oui voilà. Il y a quelques places sur des classiques. Mais des places lointaines, hein, 17, 14, bon. Et la première année de la partie, ça n'avait pas été non plus bon. Voilà, on a compris. Donc ce sera lui, le remplaçant de Wout van Aert. Il est jeune, il a 25 ans. On va lui proposer un statut de coureur important. On va lui mettre 3 ans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer beaucoup d'argent. On va lui proposer beaucoup d'argent parce que de toute façon, de l'argent, on en a encore. Donc oui, ce que j'aime pas, c'est les virgule 6, les machins trucs virgule 8 là. Donc je veux que ce soit soit un contron, soit si c'est pas un contron, il faut que ce soit au moins 500. Voilà, petite marotte. Je vais lui proposer un joli salaire. On va lui offrir comme ça un salaire qui me paraît être à la hauteur de sa valeur, qui va être celui-ci. On va tenter comme ça pour voir. On voit que le rôle de l'huissier guerre, Euh, ça m'embête de le mettre leader, mais bon, pourquoi pas. Je crois qu'il va falloir accepter d'en passer par là. Ça veut dire qu'il faudra. Ça ne me plaît pas des masses, des masses, des masses. Le coup du leadership, le rôle vraiment bloque, hein. Ou alors il faudrait que je compense par beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ben oui, on va lui donner des thunes au garçon. Voilà, c'est parti. Ça fonctionnait just. Surtout qu'on avait une patience qui était assez réduite là en la circonstance. Donc, Pedersen, très bien. Un autre que je vais également prendre, parce que son profil m'intéresse en tant que Matthews Bis, et puis on verra bien lequel des deux s'avère être le meilleur, c'est Søren Kragh Andersen. Donc là-dessus, pareil, une carrière un peu moyennasse, quand même 7ème au championnat du monde, bon voilà, une carrière qui a donc pas vraiment décollé. Des notes dont les points forts sont évidemment vallon, plaine, euh, pavé, pas trop pourri, accélération, sprint. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Endurance énorme. Voilà, ça m'intéresse Kragh Andersen. Surtout que ça fera la Danish Connection, là, au niveau de la Lotto Soudal, on aura un petit groupe de Danois. On va lui proposer coureur important. Voilà, 32, il veut dans les 35, donc s'il veut dans les 35, ben on va l'arroser, hein. On va l'arroser. On va l'arroser, mais modéré, parce que j'estime qu'il n'a pas encore gagné non plus suffisamment pour mériter qu'on casse la tirelire. Est-ce qu'à 47 500, est-ce que ça passe? Ça passe. Ça passe. Donc, on va être très très clair. À présent, on est avec 20 coureurs qui sont déjà sous contrat pour la saison prochaine. Je vais aller confirmer Pedersen et puis je vais me poser une dernière fois la question entre Kragh Andersen et Jay McCarthy. Donc, l'ami Pedersen, il nous rejoint, ça c'est un fait. Il sera donc lieutenant officiel de Tiche Benoît dès qu'on sera sur des Flandriennes. Euh, Pas interdit de penser qu'il peut gagner, on verra où. On verra où. Et donc, après la question, voilà, c'est vraiment entre Kragh Andersen et Jay McCarthy. Je sais honnêtement pas réellement lequel prendre. Ça m'embarrasse pour une fois de pas réellement savoir, hein. Donc Kragh Andersen, oh là, 26 ans, c'est voilà, c'est vachement tentant. Et puis évidemment McCarthy aussi, c'était vraiment tentant. J'ai vraiment été ouais assez hésitant là-dessus, mais au final ça va être l'ami. Je retrouve ma page. Ça va être l'ami Kragh Andersen qui va nous rejoindre. Donc j'ai parlé de Danish Connection du côté de la Lotto Soudal. C'est parti.
Donc McCarthy annulé, voilà. Et puis on va aller compléter tout ça. Je vais sur ma liste où les mecs sont classés par âge normalement. Non, c'est pas le cas. Et bien on va le faire alors. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé il y a fort longtemps de ce jeune Eichhorn. Eichhorn, si on le prononce à l'allemand, Eichhorn. On va le prendre. On va le prendre, ça fera un allemand en compagnie de Mezek et Buchmann. Vous pouvez constater que plus ça va et plus je me désengage de la Hollande, totalement d'ailleurs, hein, en abandonnant cette année les Hofland et compagnie, et Omen. Je me désengage des Pays-Bas et je vais aussi progressivement me désengager avec la non-signature de McCarthy de l'Australie. Je vais m'en désengager. Par contre, on va... il veut de l'argent, lui. Hein, pas là pour rigoler. Hein, il a rien trouvé. Ça me dérange un poil. Voilà, 18 500. Allez, ça fait un peu cher, mais c'est pas grave. On a de la marge. Ouais. Ok. Donc, Ashcorn prêt à signer. Ok. On va le prendre. Et puis, il y a encore une toute petite chose que je veux faire, c'est trouver un acolyte pour nos deux Danois. Ça sera Michael Bjerg, hein, je crois que c'est ça, c'est un vrai coureur, sauf que, évidemment, comme c'était la database d'origine, ce nom n'a pas été changé. Et c'est Bjerg qui va venir en tant que spécialiste du contre-la-montre. M'intéresse toujours ces profils-là, en plus, vraiment jeunes. Il y a vraiment... ouais, moi j'aime bien ces gars-là. Il est déjà pas trop mauvais, je vais lui filer 5000. On va lui filer 5000 et ça passera évidemment tout naturellement. Voilà, très bien. Ça va nous faire donc un nouveau coureur. Alors du coup, on commence quasiment à être blindé. Transfert, voilà, c'est facile. Il suffit de voir. Il y a 18 renouvellements, sachant ou arrivés, sachant qu'il y en avait 6 qui étaient déjà sous contrat, ça fait 24. 24, au niveau du recrutement, il faudra changer aussi la lettre ici de Philipsen dans l'éditeur. On a donc 3 Danois maintenant qui nous rejoignent. Michael Storer sur la sellette. On trouvera, pourtant je l'aime bien, on trouvera quelqu'un qui prendra son rôle dès la saison suivante encore, hein, pour voilà, zapper l'Australie après avoir zappé la Hollande. J'ai failli zapper l'Italie, mais bon après, comment est-ce que vous voulez que je conserve pas Bétiol avec ce qui s'est passé sur le rang 2? Ça aurait été quasiment dramatique. Donc voilà, petite colonie allemande, et puis après il nous faut vraiment du belge, hein, à fond les ballons. Donc 3 Allemands, 3 Danois, 3 Italiens, un petit Australien qui reste, et que des Belges. Donc par rapport à ça, justement, il y a un dernier point sur lequel je voulais pas non plus... j'ai hésité, mais on a un jeune là, on a un jeune qui est déjà dans l'équipe, c'est le jeune sprinter Ruben Apors. Je suis incapable de vous dire s'il s'agit d'un vrai coureur, mais j'aurais presque tendance... Je sais pas du tout. En tout cas, il vient de notre équipe de développement, donc c'est plutôt sympa toujours cette histoire-là. Je l'avais signé, voilà, venant de notre équipe de développement, et puis honnêtement, 77 en sprint. Par contre, ce qui est surprenant, c'est le 74 en accélération. Bon, c'est pas bien grave, on va le faire travailler en puncher, ce petit gars-là, histoire de gagner un peu d'accélération ou en sprint, hein. Donc on va le conserver, ce sera un de nos petits sprinters. 6004, donc 6004. Allez, on va pas non plus l'arroser trop, parce que il a quand même, là encore, pas prouvé grand-chose, le garçon. Voilà, déjà 8000 sur 3 ans, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'était ce que je voulais faire, voilà, pour Apors. Et puis, donc, au final, à ce stade-là, j'ai à peu près tout ce que je pouvais souhaiter, puisqu'il y a 19 et 6, on est à 25 coureurs, avec quand même quelque chose de bien, c'est que, regardez, il y en a que 5 qui sont au-dessus du 77 en général. Donc ça me plaît, c'est conforme à ce que je voulais.
On a, au final, si on fait un petit peu le bilan, on est OK au niveau des équipiers pavés, on est OK au niveau des équipiers punchers, on a quelques coureurs plutôt très performants en contre-la-montre, je pense à Pedersen, je pense même à Michael Storer à 75, c'est pas idiot, Filippo Ganna, hein, qui est un bon spécialiste, là encore. On a évidemment le fameux désormais Painu, 80 en CLM. Voilà, hein, je trouve que on a deux trois armes, de petits Vandenbroek qui se développent. On verra un petit peu comment le truc évolue. Il a l'air assez polyvalent dans sa manière de se développer, donc faudra voir ça. Au niveau des grimpeurs, on est pas mal lotis. On a Von Gils à 78. On a ensuite Steph Kras à 78 également. Même Painu n'est pas pourri, même si 72 c'est quand même pas la même histoire. On a Lambrert qui aura des rôles. Lambrert, on va lui donner du boulot, vous allez voir. On a Michael Storer évidemment, et on a évidemment aussi Mezek et Bourman, mais eux ils sont plus dans un statut de leader ou de coureur important. Voilà. Donc ceci va nous permettre d'avoir beaucoup d'indécision, et c'est exactement ce que je voulais. Beaucoup d'indécision, la non-certitude de gagner, c'est exactement l'idée dans laquelle je vais continuer cette partie, parce que sinon, encore une fois, je pense qu'elle pouvait s'arrêter. Voilà. Et puis c'est incroyable, incroyable mais vrai, mais entre le 1er août et le 2 août, il y a un type qui a progressé en signant chez nous. Vous voyez, c'est le pot belge. C'est l'influence Lotto Soudal. Craig Andersen, il a pris de l'overall. Il est passé à 80. Il est passé à 80, le 79. Et nous, on va aborder la Classica San Sébastien avec une équipe autour de Benoît. Petite explication, Tim Wellens avait absolument besoin d'un repos absolu cette semaine-là, en sortir de son Tour de France. Pourtant, Wellens, j'avais envie de le consacrer à quelques classiques. Il a déjà gagné 2 fois à Saint-Sébastien, Tim Wellens, là dans la partie, donc j'aurais bien aimé faire la passe de 3, mais c'était totalement impossible de l'aligner. À partir de là, équipe modeste, je citerai Van Endert et Demartino. Du côté des gens qui sont à même de soutenir un Benoît en forme du jour, -2. C'est excitant de pouvoir comme ça être en difficulté et quelque part ne pas tellement savoir ce qui peut advenir, alors que évidemment qu'on aimerait bien aller la gagner celle-là. Benoît, il en a gagné qu'une seule de Classica San Sébastien, donc s'il pouvait aller en chercher une deuxième avec son maillot de champion du monde sur le dos en sortir de Tour de France, ce serait pas dommage. Alors on avait vu qu'il y a eu une petite cassure, mais après il y a Van Endert et des Martino qui sont rentrés, donc aucun problème. Après du coup je surveille un poil plus, et dans les toutes dernières difficultés, je m'assure du fait que tout le monde soit bien au contact. Et là par contre c'est différent, c'est la Quick Step qui muscle le truc, il y a un Lorenz de plus de gala, qui muscle vachement la course pour Alaphilippe. Ça casse le peloton, en tout cas des survivants, casse, mais on a réussi à rester dans la roue sans trop consommer. Donc très bonne satisfaction. Et puis enfin on arrive au fameux à la fameuse difficulté là juste avant l'arrivée. Ah là là. Et en réalité, je pense que je ferai une vidéo au moment de la Classica San Sébastien là dans quelques semaines, mais en réalité, sans rigoler, qui peut battre Alaphilippe sur cette montée là? Franchement, à part s'il a une jambe cassée, je vois pas tellement qui peut le reprendre. Il n'y a qu'à voir la manière juste mais somptueuse de laquelle il a réussi à gagner l'année dernière, en 2018 là. Waouh! Le mec, il est parti quand il a voulu et il a gagné comme il a voulu. C'était vraiment une démonstration ce jour-là, une démonstration de force de Alaphilippe. Et à ma grande surprise, Alaphilippe, il n'est pas parti dans les 5 que vous apercevez. C'est Bob Jungels, le quick step là. Alaphilippe, il est juste derrière nous, il est calé. En fait, Alaphilippe, il connaît la combine. Il se dit, oh là là, il y a Tige Benoît, attention. Il y a Tige Benoît. Je vais prendre la route Benoît. Vous savez, il y a des trucs qui s'inversent en fait au bout d'un moment. Alors je rigole, mais c'est étonnant, n'empêche, hein, qu'il soit pas parti. Quoi qu'il en soit, petite
petit écart là, bouché là. Il faut que Van Endert s'emploie comme un rat mort là à 99 pour ramener Tiche-Benoît, qui va ensuite essayer de faire le boulot tout seul. Il reste quand même pas mal de barres, hein, si je peux me permettre. On est un poil bloqué, désolé pour le saut d'image. Tiche-Benoît va quand même aller nous chercher tout ça. Non mais oh, faut arrêter là. Vous croyez quand même pas qu'on allait paumer sur la Classica San Sebastian avec ce que je vous ai dit en début d'épisode et avec les objectifs qu'on peut avoir pour ce gars-là. Hein. Donc, je rigole, je rigole. Hein. Mais c'est clair que, pour revenir 2 minutes sur ce qu'on a pu observer les derniers temps pour Tiche-Benoît, à savoir qu'il semblait un petit peu, oui, manquer de punch, manquer peut-être aussi d'audace, hein, sur les Flandriennes, sur quelques occasions là, hein, auxquelles on a pu assister. C'est tout frais dans notre esprit. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'au sprint, il se fait un peu posséder. Après, vous savez bien, hein, on met les pieds dans un jeu vidéo, vous êtes en décalage absolu, vous êtes dans le virtuel total. Et même si on aime bien sur PCM avoir de temps en temps des petites choses qui ressemblent à ce qu'on peut avoir dans la réalité, à partir du moment où vous démarrez une partie, hein, on est dans le virtuel. Et c'est vrai que ce Tiche-Benoît là, il n'a absolument plus rien à voir, hein, pour ainsi dire, avec le Tiche-Benoît de la réalité là du mois d'avril 2019, hein, quand je fais cette vidéo. Donc bien sûr que là on est parti dans un autre monde quelque part. C'est aussi pour ça, hein, que j'ai choisi de continuer cette partie, mais de cette manière-là, parce que j'allais faire quoi? J'allais prendre O'Connor, garder Matthews, garder Van Aert, aller prendre Phil Bauhaus, dont on a beaucoup parlé, et à forte raison, hein. Mais et faire quoi? Et continuer à écraser. Honnêtement, j'avais plus envie d'écraser. Je serais bien content de perdre un peu la saison qui suivra, parce que au bout d'un moment, ce qui compte, c'est quand même aussi l'envie de jouer, l'envie de poursuivre comme ça une partie. En plus, c'est dommage, c'est pas quand vous avez joué presque 4 années qu'il faut arrêter, parce que quelque part, plus on va loin, plus c'est passionnant. Maintenant, je pense quand même que il faut qu'il y ait du défi. Voilà, il faut qu'il y ait du défi. Et cette Lotto Soudal était devenue un petit peu trop forte. Euh, on verra bien ce que donne la version 2022. Je pense qu'elle est déjà forte, hein, bien évidemment, mais au moins, elle ne sera pas archi pétée comme on aurait pu l'avoir si j'avais laissé libre cours à toutes les envies de ci, de là, et qui font qu'après, bon, on n'a plus envie d'y jouer, hein, tout simplement. Enfin voilà, moi je vous dis ma façon de voir les choses. J'ai pas de plaisir à ultra dominer. Ça m'embête presque par moment, hein, donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour la suite. On essaiera de rejoindre très rapidement la Vuelta. Cette Vuelta sur laquelle, ben on va pas se mentir, oui, je vais y aller pour faire gagner Tiche-Benoît. Et puis s'il gagne pas, et puis il gagne pas, voilà. Mais ce sera lui qui va essayer d'aller gagner cette Vuelta. Pendant que Wellens essaiera d'aller ramasser des classiques qui ont lieu à la même période. Et puis le championnat du monde et le Tour de Lombardie verront un partage entre les deux. Hein, et puis on verra bien ce qu'on est capable de faire. Parce qu'après tout, il y a quand même toujours une part d'indécision. À bientôt, bye bye.